Chers collègues, chers amis, bon après-midi. Donc, j'ai le plaisir d'introduire la séance sur les traitements adjuvants dans les cancers. Évolution, révolution, point d'interrogation, bien sûr. Tout d'abord, une introduction de 5 minutes sur les concepts, ou sur le concept, et puis ensuite, une discussion avec Valérie-Anne, une présentation sur le traitement adjuvant dans les mélanomes avec Caroline Dutrio, et une présentation sur le traitement adjuvant dans les tumeurs génito-urinaires avec Marine Gros-Goupil, et ensuite une table ronde. Voilà. Donc juste quelques mots sur le concept, si je peux avoir la première diapo. Voilà. Le concept du traitement adjuvant en quelques minutes, j'ai cédé à la facilité et j'aborderai le concept par l'angle du cancer du sein. Vous allez, j'espère, comprendre pourquoi. En fait, je pense que tout le monde comprend pourquoi on fait des traitements adjuvants. C'est pour traiter une maladie micrométastatique, invisible, des cellules microscopiques, et faire en sorte de détruire ces cellules, ou de les contrôler du moins, avant que la maladie ne devienne macrométastatique, avec ce type d'image sur un scan hépatique. Alors, tout le problème, c'est que la maladie micrométastatique, on ne la voit pas, et les traitements adjuvants posent un certain nombre de problèmes d'un point de vue conceptuel, tant aux patientes qu'aux médecins, puisqu'on traite une maladie invisible, ce qui est loin d'être évident à supporter, et je pense que Valérie-Anne nous en parlera un petit peu. Juste un mot d'historique en ce qui concerne le concept du traitement adjuvant dans le cancer du sein. En fait, les premières études de traitement adjuvant dans le cancer du sein ont été publiées en 1967. Peut-être que vous trouvez très casse-pied de revenir jusqu'en 1967. Et moi, je trouve qu'en tout cas, par rapport à la notion du concept, il faut rendre hommage aux chercheurs cliniciens qui ont imaginé ce concept il y a fort longtemps, en commençant par l'hormonothérapie, comme vous le voyez sur cette diapo, puis en poursuivant avec la place de la chimiothérapie, avec une première publication en 1976 par M. Bonadonna, tout simplement dans le New England, et ensuite l'herceptine, qui est le deuxième traitement ciblé utilisé dans le cancer du sein, en 2005. Le premier traitement ciblé remonte à 1967, puisque l'hormonothérapie, c'est un traitement ciblé. Et en 2005, ont été publiées conjointement dans le New England deux études. Celle qui est à gauche est une étude nord-américaine, celle qui est à droite est une étude le reste du monde, sauf les USA. Et dans les deux cas, un bénéfice absolu considéré comme assez important, on reviendra sans doute sur cette notion de bénéfice absolu avec mes collègues, considéré en tout cas par les investigateurs comme assez important, 12% dans un cas et plus de 8% dans l'autre. Image facile, bien sûr, pour représenter une révolution thérapeutique qui était l'herceptine. La deuxième révolution dans la notion du concept adjuvant, en tout cas dans le domaine du cancer du sein, concerne la meilleure compréhension des sous-types biologiques des cancers du sein. Cette diapo est assez illisible pour ceux qui ne s'occupent pas de cancer du sein à longueur d'année, mais elle montre 6 sous-groupes au minimum de cancer du sein, et comme vous le voyez avec les flèches verticales, pour chaque sous-groupe, des traitements adjuvants qui sont relativement différents et qui sont adaptés à la biologie de ces tumeurs. Une autre notion un petit peu plus compliquée, un peu plus théorique, mais pour les chercheurs cliniciens, c'est absolument capital, c'est la notion de, pour faire court, d'amplitude du bénéfice des traitements adjuvants. Et dans le domaine du cancer du sein, on le reverra peut-être dans la deuxième présentation, mais l'amplitude du bénéfice, ou en d'autres termes le bénéfice absolu,
a dans un certain nombre de cas tendance à devenir très très petit, et ça pose bien sûr des problèmes de coûts économiques pour la société. Certains emploient le terme de futilité. Voilà. On prendra deux exemples un peu plus tard dans le cadre de ma présentation. Un exemple avec un hazard ratio à 0,81, c'est-à-dire une réduction du risque de rechute de 19%. 19%, c'est pratiquement éviter une rechute sur 5, mais on verra ce que ça signifie en termes de bénéfice absolu. Et un autre exemple qui est une réduction du risque de 50%. Ça correspond donc à une réduction du risque, enfin hazard ratio 0,50 et une réduction du risque de 50%, excusez-moi. En fait, une chose que je trouve intéressante dans le domaine du cancer du sein, mais pas uniquement, c'est cette classification européenne, ESMO-MCBS, Magnitude of Clinical Benefit Scale, que l'on peut utiliser d'ailleurs dans tout type de tumeur, qui peut être utilisé soit pour les situations de traitement adjuvant, soit pour les maladies plus avancées. Et des experts européens se sont réunis et ont établi une classification avec grade A, B et C, qui permet, par exemple, si on prend un hazard ratio à 0,81, de voir que ça correspond à une amplitude de bénéfice considérée par l'ESMO comme un grade B. Ça, c'est assez important parce que quand il y a des discussions qui se passent ensuite au niveau de European Medical Agency pour l'Europe ou FDA aux États-Unis, ça permet d'avoir une vision un petit peu plus objective de l'amplitude du bénéfice et est-ce que ça vaut vraiment la peine pour le système de santé de payer ce médicament. Voilà. Est-ce que c'est cliniquement relevant? Voilà, j'ai fini mon introduction, je crois. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Je ne pense pas sur l'introduction. Voilà. Et dans le cas contraire, je serais enchanté de commencer sur escalade et désescalade. J'ai un peu de problème avec le timer. Bon. Quelqu'un va le remettre à... Est-ce que je peux avoir ma diapo sur escalade, désescalade? Merci. Donc là, le timer est... Ouais, et ça comprend la discussion. Donc normalement, je dois faire 15 plus 5. Bon, on va essayer de rester dans les temps. Donc, premier exemple de traitement adjuvant, les cancers du sein, et une approche qui est, je ne sais pas si dans le domaine des mélanomes et des tumeurs génito-urinaires, vous aborderez la question comme ça, mais dans le cancer du sein, on est obligé d'avoir une réflexion sur escalade, désescalade. Okay. Donc, j'essaierai d'aborder cette question dans le domaine du traitement adjuvant du cancer du sein avec des exemples de stratégies de recherche. Avant de faire ça, je ne peux pas m'empêcher, je ne comprends rien à ce timer. Maintenant, j'avais 15 minutes il y a 2 secondes, maintenant j'en ai plus que 9,44. Bon, ok. Peu importe. Je ne peux pas m'empêcher de commencer avec une diapo sur la mortalité du cancer du sein. Un certain nombre de cliniciens-chercheurs ou chercheurs non cliniciens s'interrogent sur l'intérêt de la recherche clinique en situation stade précoce des cancers du sein. En disant, bon, vous avez déjà des résultats qui sont très bons, c'est plus la peine d'investir dans ce domaine. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut rappeler que ça reste 12 000 décès par an en France, ce qui est donc la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Difficile de faire l'impasse. Ce schéma pour montrer les 2 types de stratégies sur lesquelles je voudrais discuter avec vous de cette notion d'escalade et désescalade en recherche clinique, cancer du sein.
La première stratégie est toute simple, c'est chirurgie première, puis traitement adjuvant des cancers du sein, et là, typiquement, une recherche, on compare le traitement A au traitement B. Et la deuxième stratégie, c'est les patientes reçoivent un traitement néoadjuvant standard, qui ne fait même pas l'objet de l'étude en question. Elles sont opérées, et ensuite se pose la question du traitement post-néoadjuvant, et c'est là que commence l'étude. En post-néoadjuvant, on va comparer le traitement A au traitement B. Donc, quelques exemples concernant l'approche escalade-désescalade en adjuvant. Prendre l'exemple des cancers HER2 positifs avec une étude qui a été publiée il n'y a pas longtemps qui s'appelle Affinity. 4800 patientes, c'est assez énorme. Donc des patientes qui ont été opérées, des patientes qui ont, d'un point de vue biologique, un cancer relativement bien identifié qui est HER2 positif, et un tirage au sort après la chirurgie entre chimiothérapie plus 2 anticorps monoclonaux anti-HER2, c'est-à-dire trastuzumab et pertuzumab, versus chimiothérapie plus trastuzumab tout seul. Les résultats publiés dans le New England, j'admets qu'il faut vraiment des très bonnes lunettes pour voir une différence entre ces deux courbes. Ceci étant, le hazard ratio est à 0,81, donc une réduction du risque de rechute de 19%, avec une p-value qui est significative. Clairement, quand on voit ce genre de résultats, on pense qu'on a atteint un plafond et que c'est une très bonne nouvelle. Il y a très peu de rechutes, et si vous avez très peu de rechutes dans le bras standard, il va être très très difficile. Vous voyez là, le bras standard, c'est une survie à plus de 90% à pratiquement 4 ans. Il va être très difficile de faire mieux que très bien. Des différences absolues qui sont de l'ordre du %, donc très très petites. Alors soyez rassurés, le pertuzumab n'est pas remboursé en France, vos impôts ne passent pas tous dans ce médicament. Le résultat peut pour l'instant, en tout cas si on prend les cancers du sein sans les sélectionner par sous-groupe, le résultat peut être considéré pour l'instant comme futile. La question qu'on peut se poser quand on voit ce genre de résultat, c'est est-ce qu'on pourrait, à l'inverse, pour les cancers du sein ganglions négatifs, vous voyez là-dessus N négatif, vous voyez les courbes de survie sans rechute de ces patientes qui sont pratiquement horizontales, est-ce qu'on pourrait faire de la désescalade? Donc on passe de la stratégie d'escalade à la désescalade. Alors là, je voudrais vous mentionner une étude qui a été également publiée dans le New England. C'est une étude simple bras, ce qui est assez curieux, assez étonnant, nous dirons, pour une étude publiée dans le New England. Des petits cancers du sein de moins de 3 cm, sans ganglions envahis, opérés, traitement premier, et traités avec un traitement comprenant un peu de Taxol, de l'herceptine. Là, vous voyez anthracycline en rouge, et en fait, non, on n'a pas fait les anthracyclines, on a supprimé les anthracyclines, c'est de la désescalade, et on a voulu voir ce qui se passait. Et ce qui se passe, bonne nouvelle, il n'y a pratiquement pas de rechute. Lors de la première publication dans le New England, il y avait un taux de rechute que vous voyez représenté en bas, 1,3% de risque de rechute, et avec un plus long follow-up, à 7 ans, un risque de rechute qui est moins de 7%. Donc voilà un bel exemple d'étude de désescalade. Maintenant, les patientes qui ont ce type de cancer du sein HER2 positif se voient proposer une chimiothérapie moins forte qu'avant, etc. Un autre exemple de traitement dans le cadre de la stratégie adjuvante, avec une stratégie un peu plus moderne. J'ai pris un exemple sur les triples négatifs. Très rapidement, on utilise chez ces patientes qui ont été opérées, qui ont eu ensuite une chimiothérapie, un suivi longitudinal avec mesure de l'ADN tumoral circulant. Et en cas d'apparition d'ADN tumoral circulant lors d'une des prises de sang,
une randomisation entre pas de traitement complémentaire et une immunothérapie par durvalumab. Donc cette étude est en cours, elle s'appelle CITRAC. Il y a d'autres exemples d'études adjuvantes basées sur la recherche d'ADN tumoral circulant chez les patientes et adaptation du traitement. J'ai pris cet exemple-là parmi d'autres. Le modèle post-néoadjuvant, je suis un peu perdu avec le timer. Ok, bon, désolé. J'ai pas énormément de diapos, donc ça devrait à peu près coller, mais voilà. Le modèle post-néoadjuvant, je vous l'ai présenté tout à l'heure pour ceux qui ne s'occupent pas de cancer du sein toute l'année. Donc, c'est des femmes qui vont avoir d'abord de la chimio néoadjuvante, elles vont être opérées, et l'analyse de la tumeur lors de l'intervention va vous dire s'il reste de la tumeur ou s'il n'y en a plus. Alors, on peut regarder ça tout sous-type de tumeur confondu. Ça, c'est une publication du Lancet qui montre sur la courbe de rouge que les patientes dont la tumeur a complètement disparu après chimio néoadjuvante vont mieux que celles dont la tumeur persiste. Ce qui est intéressant, c'est ensuite de regarder ces résultats pour les différents sous-groupes biologiques. Et les deux petites figures du bas montrent les deux sous-groupes biologiques les plus intéressants par rapport au modèle néoadjuvant et post-néoadjuvant, à savoir les cancers HER2 positifs et les cancers triple négatifs. Dans ces cancers, comme vous le voyez, la différence entre le groupe réponse complète histologique et le groupe non-réponse complète histologique est très importante. Donc d'emblée, il y a une idée qui vous vient à l'esprit, c'est est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette information après traitement néoadjuvant pour adapter la suite de la prise en charge. Donc voilà le tableau posé. Réponse complète ou non réponse complète histologique, on va sans doute être tenté d'escalader, de faire des études post-néoadjuvantes en continuant avec d'autres traitements. Et il y a un superbe exemple qui nous est donné avec une étude qui s'appelle Catherine, cancer HER2 positif, seulement 1486 patientes, ce qui dans le domaine du cancer du sein est très peu. Patientes dont la tumeur n'était pas en réponse complète histologique et qui se voyaient proposer soit la poursuite du traitement par trastuzumab, traitement standard, soit le traitement expérimental avec un médicament qui s'appelle le TDM1, qui est en fait de l'herceptine avec branché sur l'herceptine une molécule de chimiothérapie qui rentre à l'intérieur des cellules. Très bien tolérée d'ailleurs. Les résultats très positifs, publiés dans le New England fin 2018, avec bénéfice absolu, un hazard ratio à 0,50. Tout à l'heure, je mentionnais ce fameux hazard ratio à 0,50. Il y a une réduction du risque de rechute de 50%. Et un bénéfice absolu de l'ordre de 11,3%, ce qui, nous verrons avec nos collègues dans les autres types tumoraux, mais ce qui est, par rapport au concept adjuvant, une différence que tout le monde considère comme importante. On a parlé du schéma type escalade en cas de non-réponse complète histo. Est-ce qu'on peut faire de la désescalade en cas de réponse complète histologique ? Oui, on est en train d'essayer. Il y a un essai qui va démarrer très bientôt pour ces tumeurs HER2 positives, des tumeurs pas trop grosses, pas de ganglions axillaires envahis, un traitement néoadjuvant relativement simple avec du Taxol hebdomadaire et de l'herceptine. Et comme vous le voyez sur la partie droite de la diapositive, en cas de réponse complète histologique, on continue le traitement avec ce que j'appellerais une option soft, sans rentrer dans les détails. Par contre, ligne d'en dessous, s'il reste une certaine quantité de tumeur, c'est ce qu'on appelle le RCB1, on donnera du TDM1, Kadcyla, et la ligne encore en dessous, s'il reste beaucoup de tumeurs, on donnera une chimio avec des anthracyclines, etc., puis du Kadcyla. En d'autres termes, le traitement
standard tel qu'il a été développé dans la fameuse étude Catherine. Bon, cette étude devrait démarrer très bientôt en Europe. C'est une désescalade, certes, très prudente. La désescalade, c'est pas très facile à faire. Je regarde mes collègues font part de leur expérience de chercheurs cliniciens, mais la désescalade, c'est peut-être facile pour les médecins, mais c'est moins facile conceptuellement pour les patientes, avec notamment la notion de perte de chance, qui est évidemment une notion avec laquelle on ne plaisante pas. Juste pour conclure, peut-être retenir 3 mots. Eh ben, oui, dans le cancer du sein, on fait des études de désescalade, et je peux vous promettre que ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Je regarde Valériane. On continue à faire des études d'escalade, mais on est devenu, je pense, assez raisonnable, parce qu'on réserve ces études d'escalade aux groupes qui sont à haut risque de rechute. On ne fera plus d'études type Affinity. Remarquez, je dis ça, mais en même temps, je pense à une ou deux études en cours dans lesquelles on a commis la même erreur. Enfin bon, peu importe, n'en parlons plus. Et troisième stratégie qui est en cours de développement dans le cancer du sein, des études qui sont maintenant ouvertes. En adjuvant, on fait des prises de sang avec des mesures de ctDNA. Et Valérie, lorsqu'on revoit les patientes en consulte, c'est pas cool du tout, parce qu'il faut, la première question qu'elle nous demande, c'est mon cDNA, il est positif ou il est négatif, et s'il est positif, eh ben, on part dans l'escalade. Enfin, bon, c'est ainsi que l'on essaye de faire des progrès. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on a 5 minutes pour des questions, mais bon. Ce que j'adore avec les webconférences et compagnie, c'est les 2000 personnes qui applaudissent. Comme ça, c'est un truc. Est-ce qu'on essaye 2-3 questions ? Bon, oh, pardon. Alors, pour les cancers récepteurs hormonopositifs, il n'y a pas vraiment de plateau. On continue à avoir des rechutes, et notamment des rechutes tardives après 10 ans, malgré des hormonothérapies prolongées de 7 à 8 ans, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, notamment de tolérance. D'où l'idée de ces études avec mesure du ctDNA à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Une des études là, qui s'appelle TRACK-ER, que je n'ai d'ailleurs pas montré pour simplifier les choses, va s'intéresser à cette population de patientes qui a reçu au moins 5 ans d'hormonothérapie. Et voilà. Alors ça, c'est les RE positifs, et ça pose des tas de questions d'un point de vue biologique, bien sûr. Par contre, les cancers triple négatifs, RE négatif, RP négatif, HR2 négatif, on a très rapidement un plateau après 2-3 ans. Il y a quelques exceptions, mais on a très rapidement un plateau. Et pour les HR2 positifs, ouais, c'est un peu entre les deux. Il y a moins de rechutes tardives, il y en a quelques-unes, on ne comprend pas trop pourquoi. Oui. Ok. Oui, pardon. Donc, c'est juste pour savoir par rapport à la taille de la tumeur au traitement néoadjuvant. Donc, la diminution de la taille de la tumeur va influencer sur le traitement a posteriori. Et il semblerait plus la taille est avancée, plus grosse, plus on va accumuler des traitements et on va moins désescalader. Mais je me demandais, est-ce qu'en fait, c'est pas un mauvais ou un facteur qui est pas si bon que ça, parce que des fois, une augmentation de la taille tumorale peut être associée avec une meilleure réponse pathologique. Notamment, par exemple, lorsqu'on fait des immunothérapies. Une des réponses au départ est une augmentation de la taille tumorale. Ouais. Alors, en néoadjuvant dans le cancer du sein, on n'a pas beaucoup d'expérience pour l'instant avec les
immunothérapies. Il y a 3 études, on ne comprend pas trop d'ailleurs les résultats, il y en a au moins une qui est très très négative, donc on ne s'est pas trop posé la question des pseudo-progressions. Voilà. Avec les autres médicaments, non, il n'y a pas réellement de pseudo-progression. De toute façon, l'analyse qui est faite et qui permet en partie de faire soit de l'escalade, soit de la désescalade, c'est une analyse de la pièce opératoire. RCH, c'est la réponse complète histologique. Mais là où je vous suis, c'est qu'il ne faut pas faire une fixette sur la question de la taille tumorale qui a l'air d'augmenter un petit peu ou pas beaucoup. Là aussi, on en revient aux 3 grands sous-groupes biologiques. Pour les cancers du sein triple négatif, c'est très très simple. Soit ils disparaissent très vite sous chimiothérapie néoadjuvante, ça fond comme neige au soleil. Bon. Et puis parfois, il y a des cas qui se mettent à grossir, mais tu ne te poses pas longtemps la question de savoir si c'est une pseudo-progression ou pas. Tu as vite la réponse, quoi. Et on verra quand l'immunothérapie sera plus souvent employée dans ces situations, mais c'est assez clair comme message. Oui. Je ne sais pas si on a... Je pense que ça serait bien de passer à Valérie, parce que je me suis planté dans le timing avec mon truc. Donc je suis Valérie Anne Monniot. Je pense qu'il était important de préciser qu'au moment des traitements adjuvants, de mon traitement adjuvant, je n'étais pas encore une patiente du professeur Bonnefoy, ni suivie à Bergonié. Maintenant, je suis suivie depuis 4 ans. Donc brièvement, mon parcours, je suis suivie pour un cancer du sein depuis fin 2013, hormonodépendant, HR2+, découvert sous une mammographie de contrôle avant mes 50 ans, bien avant mes 50 ans, avec aucun signe extérieur visible ou qui pouvait sous-entendre un cancer du sein. J'ai donc été opérée, une première opération en tumorectomie avec curage ganglionnaire et là je précise justement peut-être pour la suite 6 ganglions sur 11 de toucher, dont 5 en rupture capsulaire. Peut-être c'est important pour la suite, peut-être d'autres questions. Voilà. Enfin, après, donc j'ai un traitement chimiothérapie après, radiothérapie, et une chimiothérapie qui a duré pour moi assez longtemps avec l'herceptine, et du coup presque 1 an et demi de chimiothérapie, et où au départ je n'avais pas entendu cela. Et en fait, il y avait 3 questions. Ouais. Et la première concernait la notion de comment est-ce qu'on peut recevoir un traitement pour une maladie qu'on ne voit pas. Comment est-ce que c'est vécu, ça? Juste l'idée de ce traitement, avant même de parler du vécu du traitement. Parce que c'est comme un ennemi invisible. J'ai toujours trouvé ça difficile à... Peut-être pas tellement à expliquer, parce que les médecins arrivent à faire 2-3 petits dessins, mais peut-être plus difficile à comprendre. En fait, à comprendre, c'est surtout à accepter, parce qu'en fait, à comprendre, on comprend qu'on nous a enlevé la tumeur, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il risque d'y avoir encore des cellules hyper microscopiques cancéreuses, et que pour mettre toutes les chances de son côté, il est important, avec ce traitement adjuvant, de les détruire, quoi. En fait, moi c'est ce que j'ai compris au départ. Voilà. Et pour moi, c'est simple. Après, ce qui est plus compliqué, c'est le vécu et justement de l'accepter, parce que c'est quand même un traitement qui est lourd en toxicité, avec des effets secondaires qui, là, pour le coup, c'est un peu difficile, plus difficile à vivre, quoi. Alors, Valérie Anne est patiente partenaire. Elle a passé un diplôme l'an dernier à l'université Paris-Sorbonne. Donc il faut bosser. Et c'est également pour cette raison qu'aujourd'hui vous êtes là, non seulement pour témoigner, mais également parce que vous avez une réflexion spécifique sur les patients partenaires. Oui, puis du coup aussi, c'est l'importance peut-être du rôle du patient partenaire qui au cours du parcours de soins,
peut accompagner le patient, la patiente, en complément des soignants, quoi, pour justement des choses qu'on n'a pas vraiment entendues lors des rendez-vous, des compléments, quoi. Et effectivement, ce diplôme, c'est un accompagnement du patient sur le parcours de soins en cancéro. Donc voilà, j'étais formée vraiment à ça, à l'écoute. Et aussi, ça me permet aussi de témoigner, non seulement avec mon parcours personnel, mais aussi, comme j'accompagne aussi des femmes, d'avoir aussi la vie d'autres femmes qui vivent le cancer du sein, quoi. Juste par rapport au vécu du traitement adjuvant, il y a eu 2 phases dans votre traitement adjuvant. Il y a eu une phase où il y avait la chimiothérapie, et la deuxième phase où il y avait l'Herceptine seul, qui est donc un anticorps monoclonal, pour nous, médecins, considéré comme très bien supporté. Bon, c'est ce que nous pensons, mais le vécu est souvent différent. Pour la première partie, pour la chimiothérapie, qu'est-ce qui vous a marqué? Ça a duré environ 4 mois, et qu'est-ce qui... Oui, enfin plus que 4 mois. Enfin, au départ, j'avais du coup au départ. Enfin, moi déjà, ça a été le cataclysme quand on m'a. Pour moi, ça a été très violent quand on m'a. Quand on m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse la chimiothérapie, parce que pour moi, c'était. Enfin, la radiothérapie, ça allait, les opérations aussi, mais pour moi, c'était. Les effets secondaires, la perte des cheveux, la perte de son identité. Voilà, j'avais aussi la chance de pouvoir garder mes seins, et je tiens à dire aussi j'ai aussi une tumorectomie, donc c'était aussi important parce que j'avais encore mes seins. Et donc du coup, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, notamment, alors ça peut paraître anodin pour des médecins et des soignants, parce que le principal, c'est de soigner le patient, quoi, et de guérir. Mais c'est vrai que moi, j'insiste sur la perte des cheveux, parce que ça a été vraiment ça qui a été horrible pour moi et qui m'a marqué encore. Et que, voilà, quand on en a reparlé l'autre jour, même après 7 ans, je revois cette période. Heureusement que j'ai été bien entourée de médecins en qui j'avais confiance. Donc ça aussi, c'est important, la relation patient-médecin, et d'avoir confiance. J'avais notamment aussi mon gynéco-chirurgien sur qui j'ai pu beaucoup compter et qui m'a beaucoup aidée, et même des paroles qui restent, la façon dont c'est annoncé, que ce soit le traitement, on ne va pas parler de l'annonce là, mais toutes les annonces qu'on a, il y a une importance avec des mots qui doivent être bien choisis, parce que des fois les mots des médecins, on ne les entend pas de la même façon dont ils sont dits, quoi. Et voilà, et donc c'est vrai que pour revenir à la chimiothérapie, en plus moi j'ai eu pas mal d'effets secondaires, parce que j'ai eu un syndrome main-pied grade 3 suite à la première injection de Taxotere. Donc là ça a vraiment été assez violent, avec perte des ongles, de la peau, en plus des cheveux, et voilà. Mais du coup, proportionnellement, je suis passée au Taxol, où là les cheveux ont repoussé, et l'Herceptin, au moment où ça a commencé. La seule chose qui pour moi a été difficile, c'est que là j'ai réalisé que j'avais 18 injections et j'avais pas encore, mon cerveau avait pas... Donc ça c'est la deuxième phase, phase du vécu. Du vécu. Mon cerveau n'avait pas à ce moment-là, au tout début, enregistré que j'en avais pour 1 an et demi. C'est-à-dire que je me souviens parfaitement encore aujourd'hui que quand j'ai commencé l'Herceptin, j'ai vu 18 injections toutes les 3 semaines, j'ai compté. Et je me suis dit, je vais jusqu'en... j'avais commencé en janvier 2014 ma chimio, j'allais jusqu'en juillet 2015. Et là, on se dit, c'est long, quoi. Mais après, c'est long. Mais sinon, l'Herceptine, moi, pour le coup, j'ai un souvenir de l'avoir proportionnellement bien supporté. Avant d'arriver à la troisième question, vous mentionnez la question de la perte des cheveux. Une des études de désescalade que j'ai citées, qui s'appelle APT, on a supprimé les anthracyclines et il y a un peu moins de perte de cheveux. Et dans les études de désescalade, on essaye de diminuer les effets secondaires, dont celui-là. Donc voilà, typiquement le genre d'effort vers lequel on va. Oui, parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'avec ces traitements adjuvants, on commence à se sentir malade en fait quand on l'est plus. Parce qu'en fait, moi, j'avais plus la tumeur. Pour moi, j'étais pas malade. Et en fait, on donne une image de malade, puisque physiquement, on n'a plus de cheveux. Et c'est vrai que là, on commence à se sentir malade, alors qu'on est sur le chemin de la guérison. Et c'est ça qui est complètement paradoxal et pas facile à vivre, en fait.
et qui peut être compliqué à vivre. Alors que pour nous, on est sur le chemin de la guérison et sans normalement plus de cellules cancéreuses, quoi, si on veut être optimiste. Il y a la troisième question, je m'excuse de... Oui, on ne sait pas. À cause de ce timing, oui. auquel je ne comprends toujours rien d'ailleurs. La troisième question qu'on avait évoquée ensemble l'autre jour, c'est la notion de risque, de quantification du risque. Je trouve parfois, en tant que médecin, difficile d'expliquer le pourquoi des traitements par rapport à l'importance du risque de rechute. Je ne parle pas du bénéfice du traitement, là je parle juste du risque de rechute. On a parlé ensemble, si ma mémoire est bonne, vous n'aviez pas demandé directement à l'oncologue quel était votre risque de rechute. Mais est-ce que vous auriez souhaité qu'il vous demande de façon directe, est-ce que vous souhaitez connaître ce risque de rechute? Est-ce que vous souhaitez un chiffre? Oui, alors effectivement, en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir posé la question du risque de rechute à ce moment-là, parce que, comme je vous disais, pour moi, c'était step by step, et là, je n'étais pas du tout encore dans la rechute dans ma tête. Au moment, vous parlez au moment où on m'annonce le traitement adjuvant, hein, c'est bien ça. Voilà. C'est ça. Pour moi, déjà, j'essaye de guérir. Et du coup, je suis déjà là-dessus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne pense pas à la rechute. L'idée de la rechute dans la tête du patient, en tout cas, je parle pour moi et puis pour d'autres patientes autour de moi, elle vient après, une fois qu'on a fait tous ces traitements, où on a cette peur de la rechute. Effectivement, voilà, peut-être qu'elle me l'a dit et que là, du coup, je n'ai pas du tout entendu. C'est de là où je reviens aussi de la place de vraiment de redire les choses, parce qu'on a tellement de choses qui nous tombent sur la tête et on est tellement acculé avec toutes ces informations. Du coup, on est plutôt dans la guérison. Et moi, j'aurais aimé qu'elle m'en parle, parce que du coup, effectivement, moi, je fais partie des patientes qui ont besoin d'être informées, de savoir quel va être le traitement, pourquoi, de comprendre la maladie, parce que pour moi, je trouve que ça m'aide à guérir et à avancer et savoir où je vais, quoi. Et qu'effectivement, quand j'ai eu parce que j'ai eu ce qu'on peut appeler une rechute ganglionnaire, justement, peu de temps après, et là, j'ai le souvenir de l'avoir très mal vécu, parce que moi, pour le coup, j'avais l'impression d'avoir tout fait, tout ce qu'on m'avait dit, les traitements adjuvants, la radiothérapie, la chirurgie, bien dans l'ordre. Et là, je n'ai pas compris. Et ça, pour moi, ça a été d'une violence quand effectivement, au scanner, il y a eu un doute sur les ganglions axillaires, qui peuvent s'expliquer, puisque, effectivement, comme je l'ai redit tout à l'heure, mes ganglions étaient touchés au départ. Mais ça m'a pas été assez expliqué. Et je pense, voilà. Et par contre, là où j'ai posé la question, moi, sur les risques de rechute, tout ça, c'était sur l'hormonothérapie. Et là, ça m'a bien été expliqué. Alors que je voulais, bien expliqué, non, justement. Moi, je voulais des chiffres par rapport à l'hormonothérapie, savoir si c'était important de le prendre, risque de rechute, pas de rechute, voilà. Mais sur les traitements adjuvants, on ne me l'a pas dit. Et ce qui m'a... Ouais, on reste un peu frileux par rapport à ça. C'est-à-dire que... dans notre formation, on nous apprend que si la question ne nous est pas posée directement par la patiente, on n'est pas censé la provoquer. Je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne approche. Je pense qu'il ne faut pas donner un chiffre que quelqu'un ne veut pas entendre, mais peut-être qu'il faut être un petit peu plus... proactif en disant est-ce que vous souhaiteriez connaître le chiffre de rechute, parce que ça a plein d'implications dans la vie de tous les jours. Puis d'ailleurs, si vous ne le demandez pas à votre assureur, il vous le demandera. Non, parce qu'après on est positif en se disant on va pas rechuter, mais c'est vrai que au moins de penser qu'on a un risque de rechute avant les 5 ans ou avant les 10 ans, parce que c'est vrai qu'on entend, peut-être maintenant ça a un peu évolué, mais moi j'étais restée sur une idée, on fait le traitement, et il y a très peu de rechutes. Si on rechute pas dans les 5 ans,
youpi, on est guéri. Mais enfin, ça... Et en fait, sur certains sous-types de tumeurs, voilà, c'est faux. Peut-être à cause du programme, on va être obligé d'interrompre notre discussion. Nous, on reprendra demain. En tout cas, merci. Et aussi, la discussion va se poursuivre ce soir avec la conférence à 19h, Patient Involvement in Research, parce que c'est ça le rôle de patiente partenaire, et je pense que c'est un très bon sujet. Les médecins n'ont pas forcément toujours les mêmes priorités dans un programme de recherche que les patients ou patientes. En tout cas, dans le domaine du cancer du sein, c'est quelque chose qui maintenant est devenu évident. Et dans tous les groupes de recherche, il y a des patients partenaires qui ont l'amabilité de participer aux discussions, au design des études, à toutes les discussions depuis le début. Donc, voilà. Peut-être donner la parole à Caroline Dutrio, traitement adjuvant du mélanome. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité donc, pour vous parler de mélanome. Je crois qu'il y a une dia qui n'est pas passée. Donc l'adjuvant dans le mélanome, en réalité, c'est un champ thérapeutique extrêmement récent, puisque les premières AMM pour les traitements adjuvants, donc immunothérapie et thérapie ciblée, ont été octroyées seulement à l'été 2018. Donc c'est vraiment très récent. Et ceci probablement parce que dans le mélanome, on a mis beaucoup de temps aussi à avoir des traitements efficaces en phase avancée. Donc en tout cas, ces thérapies modernes sur lesquelles je vais revenir ont totalement supplanté l'interféron, puisque dans le mélanome, en termes de traitement adjuvant, on n'avait finalement que l'interféron, qui a été utilisé sous X formes, X dosages, X fréquences d'administration dans moultes essais, sans jamais véritablement démontrer en tout cas de balance bénéfice-toxicité satisfaisante pour un traitement adjuvant. Donc pour parler d'adjuvant dans le mélanome, je suis obligée de vous rappeler un petit peu l'ampleur et l'accélération des progrès thérapeutiques en situation métastatique. Avant 2010, c'était le néant. Et nous avions une chimiothérapie qui s'appelle la dacarbazine. Et les patients métastatiques avaient une survie médiane d'environ 6 à 9 mois. Donc depuis 2010 et l'avènement on va dire de la première grande immunothérapie qui était un anti-CTLA4, donc l'ipilimumab, vous voyez que l'arsenal thérapeutique s'est enrichi de manière considérable, avec donc la deuxième génération d'immunothérapie, les anti-PD1, utilisés maintenant seuls ou en association à l'ipilimumab, et avec des thérapies ciblant la voie des MAP kinases, au centre de laquelle on retrouve donc ce fameux oncogène BRAF, qui est muté dans environ 50% des mélanomes. Et on va dire que maintenant, en 2020, les essais sont axés essentiellement sur des combinaisons immunothérapie ciblée et beaucoup d'essais de stratégie en termes de séquences, et notamment pour les mélanomes mutés BRAF. Donc, ces thérapies, ça a été vraiment une grande révolution dans le mélanome. Malgré tout, je vous rappelle quelques chiffres. Maintenant qu'on a un petit peu de recul, si vous commencez à traiter un patient métastatique mélanome avec des thérapies ciblées, donc un patient muté BRAF en première ligne, vous voyez que vous avez à peu près une survie globale d'un patient sur 3 à 5 ans. Si vous utilisez une double immunothérapie, donc c'est peut-être, on va dire, la combinaison qui donne le plus de bénéfices et de bénéfices durables, la survie globale à 5 ans, elle est d'un patient sur 2. Et avec un anti-PD1 en monothérapie, vous êtes à peu près à 40% de patients en vie à 5 ans. Donc c'est quand même assez imparfait. Et je vais faire vite, mais effectivement, on a eu l'idée de transposer ces traitements à des phases plus précoces, bien évidemment. Et donc nous, dans le mélanome, ce qui est un peu caractéristique, c'est qu'on utilise finalement les mêmes molécules en situation métastatique et maintenant en phase adjuvante. Donc ça, je vais passer vite. Donc il faut définir bien sûr quels sont les patients jugés à haut risque de rechute. Donc on s'est intéressé en fait à nos stades 3, stades ganglionnaires et ou présentant des métastases en transit, donc des patients avec des extensions régionales de leur maladie. C'est la courbe orange là que vous voyez sur le graphe,
avec pour ces patients dans les rechutes, à peu près une rechute à distance sur 2. Mais ça reste un groupe extrêmement hétérogène, puisque ce groupe est divisé en 4 catégories. Et quand vous prenez un patient micrométastatique ganglionnaire avec un Breslow relativement faible, donc c'est les stades 3A, vous voyez que l'espérance de survie, elle est quand même très bonne. Quand vous prenez à contrario un patient avec un Breslow élevé, donc une épaisseur tumorale importante et une forte charge ganglionnaire, stade 3D, vous voyez que là, le potentiel de survie est extrêmement bas. Voilà, donc je vous propose, moi, de nous plonger dans un cas clinique et de vous improviser dermato-oncologue quelques minutes pour qu'on puisse raisonner un petit peu. C'est très pratique, mais moi, je suis avant tout clinicienne. Donc, je vous propose le cas de cette patiente âgée de 35 ans qui, vous le voyez, a des déformations importantes au niveau de ses mains, ce qu'on ne devrait plus trop voir de nos jours, je pense, mais en tout cas qui a une polyarthrite rhumatoïde invalidante, traitée par corticothérapie au long cours. Et cette patiente a été opérée d'un mélanome. Voilà la lésion en place au niveau de la région sous-mammaire, dont vous avez les caractéristiques sur la dia, donc un Breslow à 1,85, ce qui en fait un mélanome, on va dire, d'épaisseur intermédiaire, non ulcéré. Pour nous, ce sont les 2 critères pronostiques, épaisseur et ulcération tumorale. Et cette patiente a eu, en plus de la reprise élargie, une procédure du ganglion sentinelle, puisqu'on se met maintenant à refaire du ganglion sentinelle. Vous savez que dans le mélanome, jusqu'à 2017-2018, puisqu'on n'avait pas de traitement adjuvant, en fait, cette prise en charge du ganglion sentinelle n'était finalement très peu réalisée, faute d'adjuvant. Cette patiente donc a un ganglion sentinelle en position inguinale gauche positif, donc elle est micrométastatique. Son mélanome a été analysé sur le plan moléculaire, elle n'a pas de mutation de l'oncogène BRAF. Et donc, pour info, son ganglion sentinelle renfermait une micrométastase de 6 mm de grand axe. Et bien sûr, le bilan d'extension est normal par ailleurs. Elle vous consulte pour savoir si elle doit, d'une part, être réopérée pour un curage ganglionnaire complémentaire et si elle peut avoir une immunothérapie adjuvante. Donc nous, on raisonne avec des classifications, bien évidemment. Celle-ci n'est pas forcément très intuitive. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est une atteinte micrométastatique, on prend le T, l'épaisseur tumorale ulcération, pas ulcérée, N1A pour la micrométastase, elle est de stade 3A, donc effectivement, en théorie, elle est éligible à un traitement adjuvant. La question du curage complémentaire ne se pose plus en réalité, depuis là aussi finalement 3 ans, puisque nous avons eu les résultats d'un essai international de grande envergure, le MSLT2, qui a montré qu'en fait, il n'y avait aucun impact thérapeutique au curage. Et donc ça a soulagé aussi les patients en termes de morbidité. Donc, traitement adjuvant, qu'est-ce qu'on peut proposer? Est-ce que finalement l'ipilimumab est une bonne thérapie adjuvante? Alors dans le mélanome, ça a été le premier traitement en phase adjuvante ayant montré un bénéfice en termes de survie sans récidive et de survie globale à 5 ans. Mais ce traitement n'a pas été retenu en Europe, à la différence des États-Unis, en raison de sa toxicité. Vous voyez que quand vous faites de l'ipilimumab, surtout à forte dose, ici dans l'essai c'était 10 mg kg, c'est pas du tout la dose retenue en France, eh bien vous avez des effets modérés à sévères pour plus de 1 patient sur 2. Et 5 décès dans cette scène, donc c'est pas acceptable. Et donc naturellement, l'ipilimumab a été supplanté finalement par les anti-PD-1, notamment donc le pembrolizumab. Donc voici l'essai Princeps, pembrolizumab versus placebo, rapporté en 2018, concernant à la fois donc les stades 3A micrométastatiques et les stades 3B, 3C, donc des stades macrométastatiques, donc après résection complète, après curage pour cela. Et donc là, effectivement, l'essai est très positif, avec un bénéfice donc, significatif sur la survie sans récidive et un hazard ratio, puisqu'on s'intéresse à ce paramètre, de 0,57, ce qui est quand même des résultats qui sont excellents.
Et je vous parlais de toxicité tout à l'heure. Là, on a effectivement une molécule qui est acceptable en phase adjuvante, puisque vous réduisez notoirement cette toxicité immunomédiée par rapport à l'IPI, et qu'on a à peu près 13-14% de grade de 3-4, ce qui reste, on va dire, acceptable. Notamment des hypothyroïdies, des toxicités cutanées, des toxicités hépatiques, mais qu'on sait finalement assez bien gérer. Donc ça, c'est l'actualisation à 3 ans qui a été présentée l'année dernière, avec finalement maintien de ce bénéfice dans le temps, avec un delta, vous voyez, on parlait tout à l'heure de bénéfice relatif ou absolu, donc là qui est de 20%, et maintien également du hazard ratio. Le nivolumab a également été développé, et l'essai n'a pas été réalisé versus placebo, mais versus ipilimumab. Donc vous voyez un écart finalement entre les deux courbes qui est moindre, mais un essai qui est aussi très significatif en termes de bénéfices et qui a concerné des populations un petit peu différentes puisque les stades micrométastatiques n'ont pas été inclus. On n'a que des macrométastases et même des stades 4, des méta à distance chez des patients possilésionnels qui avaient pu être traités par chirurgie. De la même façon, une toxicité très comparable au pembrolizumab avec 12-13% de toxicité grade 3-4. Thérapie ciblée, je vous en dis 2 mots parce que c'est également une arme thérapeutique en phase adjuvante chez les mélanomes mutés BRAF uniquement. Donc on a également les essais d'abrafenib, trametinib versus double placebo avec là encore des résultats qui sont relativement bons et qui se maintiennent dans le temps. On a maintenant des données à 5 ans, mais pas de données encore sur la survie globale. Et donc pour revenir à notre patiente, ce n'était pas un traitement envisageable puisqu'elle n'est pas mutée BRAF. Donc je pense que ce qui est très important effectivement, c'est de pouvoir quantifier tout de même le risque intrinsèque de rechute de cette patiente. Et c'est un paramètre qui doit animer à la fois le clinicien et qui peut être effectivement entrevu par le patient. Et puis, toute la comorbidité, cette patiente, elle a quand même un rhumatisme inflammatoire. On se doute qu'en mettant des anti-PD1, on risque d'aggraver sa maladie. Donc, je vous rappelle qu'elle est stade 3A. Vous vous souvenez de la courbe de survie globale spécifique au mélanome. Donc, c'est quand même une courbe qui reste bonne. Et donc, je crois qu'on est là pour le préciser aussi à la patiente, en lui disant que c'est peut-être pas dramatique si on ne fait pas de traitement adjuvant. On a le droit de le dire. En tout cas, il faut l'expliquer. Et concernant donc son terrain de rhumatisme inflammatoire, alors il y a des données qui sont un peu imparfaites, mais quand même on commence à se faire une idée sur des données rétrospectives, sur des registres, etc., de ce que deviennent ces patients avec ces maladies auto-immunes préexistantes. C'est certain, on pense qu'il y a un effet flair qui peut concerner un patient sur 2, donc il y a un risque sur 2 effectivement de majorer, d'entraîner une recrudescence de cette polyarthrite rhumatoïde, et également il y a un surrisque de développer d'autres manifestations secondaires immunomédiées, thyroïdite et autres. Donc ça c'est aussi quelque chose à discuter avec la patiente, mais ça n'empêche pas de traiter. Bon, ça c'est ce qu'on vient de dire. Je crois qu'il faut vraiment avoir une prise en charge, en tout cas que tout ça soit énoncé aux patients. Et puis on en parlait tout à l'heure, à Bordeaux on a mis sur pied dans le service avec notamment Marie Costine une RCP immunotox où chaque spécialiste d'organes et aussi utilisateur d'immunothérapie est convié pour discuter des cas un petit peu complexes où toujours cette balance bénéfice-toxicité se pose. C'est un lundi par mois. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a à notre disposition en 2020 dans le mélanome en phase adjuvante? On a 2 anti-PD1 et une bithérapie ciblée, traitement remboursé. Pour moi, les questions qui restent vraiment en suspens, parmi d'autres, c'est un petit peu le dilemme des mélanomes mutés BRAF. C'est vrai que quand on a un mélanome muté BRAF, on ne sait absolument pas si on doit faire de l'immunothérapie ou une bithérapie ciblée. Les 2 traitements n'ont pas été comparés dans cette situation. Donc ça nous pose question. Ce qui nous pose question aussi, c'est tout ce qui va être rechute sous traitement adjuvant ou en post-adjuvant précoce. Ça reste difficile parce qu'on n'a pas non plus des milliards de molécules, puisque vous avez vu que ce sont les mêmes en phase adjuvante et en phase métastatique.
La définition du haut risque, donc là je vous ai parlé des stades 3, mais on est en train d'opérer une translation et de voir si finalement traiter encore plus précocement chez des patients qui ont un ganglion sentinelle négatif ne serait pas encore plus efficace. Donc il y a des essais en cours. Et puis toujours, la sélection des patients qui vont rechuter, pour le moment, on n'en a pas, des bons biomarqueurs et des biomarqueurs de prédiction de toxicité non plus, malheureusement. Et je vous rappelle quand même si l'immunothérapie n'a rien à voir avec la chimiothérapie et l'alopécie chimio-induite, etc., il ne faut pas penser que c'est un long fleuve tranquille et que même 1 an d'immunothérapie peut s'associer à des toxicités endocriniennes définitives, comme des hypothyroïdies ou des insuffisances surrénaliennes, peut générer des toxicités neurologiques avec des patients qui vont rester avec des handicaps irréversibles, dans de très rares cas, mais ça c'est des choses aussi maintenant qu'on dit aux patients. Et puis nous aussi, dans le mélanome, on avance, et on teste également ces molécules en phase néoadjuvante, avec l'idée de faire 2 cycles de double immunothérapie. Donc là, on tape fort, donc un patient qui va avoir ses ganglions en place, et avec les mêmes dissociations en fonction de la réponse pathologique sur le devenir des patients. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape. Et c'est ce qui nous permettra également d'adapter la suite, curage, pas curage, traitement adjuvant, pas traitement adjuvant. Donc pour conclure, moi je dirais que plus que jamais, dans l'adjuvant, eh bien, la prise en charge doit être vraiment centrée sur le patient. Donc on l'a vu, son risque inhérent de rechute, mais peut-être plus qu'en phase métastatique, ses aspirations, son mode de vie, son activité professionnelle, sa capacité à assumer les toxicités. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous remercie. Donc la question c'est, est-ce que la détection de l'ADN tumoral circulant fait partie de la routine pour le suivi post-traitement des patientes avec des cancers triple négatifs? La réponse est non, en routine non. Il y a cette étude TRAC, C-TRAC, qui d'ailleurs n'est pas ouverte dans la Nouvelle-Aquitaine, ni même en France d'ailleurs. Bon, c'est pas forcément un mal. Mais la question aurait pu aussi être posée pour recherche d'ADN tumoral circulant pour les patientes qui ont des cancers RE positifs. Et on a eu une étude qui s'appelle Aliénor, qui est maintenant terminée. Et le dosage se faisait dans le cadre de l'étude. Et il y a une deuxième étude qui va sans doute ouvrir d'ici 2-3 mois, qui s'appelle TRAC-ER, où il y aura un dosage systématique de l'ADN tumoral circulant chez des patientes avec un certain niveau de risque. Et chose encore plus intéressante, parce que mesurer quelque chose si ça ne doit pas changer votre traitement, ce n'est pas très intéressant. Donc là, il y aura cette mesure, et si l'ADN tumoral circulant est positif, la possibilité d'un tirage au sort dans un essai prospectif où on change d'hormonothérapie. Voilà. Ça me permet de rebondir sur cette question et de vous la poser. Est-ce que vous avez des programmes recherche d'ADN tumoral circulant dans votre pathologie? Moi, à titre personnel, non, mais oui, ça... Je ne sais pas ce que je dois pas... Oui, c'est ça. On ne sait plus. Ouais, merci. J'ai pas trop peur, mais bon. Allez, on va faire les choses comme il faut. On respecte les règles. Ouais. Oui, c'est étudié également dans le mélanome, de pouvoir monitorer cet ADN circulant pour définir au mieux les patientes à risque. Et donc, mais c'est vraiment du domaine de la recherche et on ne fait pas ça du tout en routine. Mais c'est intéressant parce qu'il y a 2-3 ans, il y a vraiment 2-3 ans, j'aurais fait la même réponse que vous. Et en fait, ça y est, les essais prospectifs interventionnels, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire avec une intervention thérapeutique, vont ouvrir. Donc c'est quelque chose qui va très vite, quoi. On a juste attendu. Ça pose des gros problèmes pour la recherche, parce que le prélèvement, le plus souvent, vous devez l'envoyer dans un centre expert, etc. Donc, c'est un peu compliqué à gérer au quotidien. Ça pose également
un problème auquel je faisais allusion avec Valérie, c'est voilà, tu es en consultation et puis oui, s'il est positif, il va falloir utiliser cette information, la transmettre à la patiente, etc. Donc il y a un stress induit qui est loin d'être négligeable. Mais je pense que ça me semble-t-il, ça va très très vite. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur le mélanome ? Ok. Ouais, c'est bizarre. Vous êtes sûr ? Ok. J'avais une question sur le dosage des traitements adjuvants. En fait, est-ce que c'est les mêmes dosages que lorsque la métastase est déclarée ? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'envisager, comme c'est le cas en recherche sur certaines pathologies, d'alterner les traitements pour éviter des résistances et essayer d'aller au plus profond possible pour traiter les cellules résiduelles ? Donc pour répondre à la première question, les dosages sont exactement les mêmes. Dans les essais adjuvants que je vous ai montrés, c'est exactement les mêmes doses qui ont été approuvées pour le métastatique. Et les traitements de nature plutôt séquentielle, avec cette arrière-pensée d'éviter le plus possible le développement de résistance secondaire, c'est fait en phase métastatique, mais à ma connaissance, sur les essais adjuvants, parce qu'on pourrait aussi imaginer l'appliquer, en tout cas au mélanome muté BRAF, faire des séquences courtes anti-BRAF, 2 perfs d'immuno, mais à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Et du coup, si le traitement adjuvant apparaît être non efficace et qu'il y a des métastases qui se mettent en place, est-ce que les phénomènes de résistance apparaissent de manière plus accélérée ? Et là, on se retrouve avec quelque chose de... Vous savez, on est en train de les manier de façon... là, on n'a pas de recul, hein, parce qu'on a eu les AMM à l'été 2018. En fait, nos patients, pour un grand nombre, sont en cours de traitement. On voit apparaître sur les patients qu'on avait dans les essais, notamment dans l'essai Combi-AD, donc thérapie ciblée versus double placebo, on voit apparaître les premières rechutes post-traitement, mais on découvre un peu tout ça, quoi. Hein. Ce ne sont pas forcément des rechutes massives. Hein. Et sur les courbes de survie que vous avez montrées, ce qui est assez rassurant, c'est que ça reste des courbes plutôt d'allure trompette que des courbes fiches. Vous avez fait allusion à ce problème. C'est si tu utilises plutôt un traitement et puis que tu n'en as pas 36 ensuite en cas de rechute, tu risques d'avoir grillé tes cartouches, pour parler vulgairement. Mais si tu grilles tes cartouches... à ce moment-là, tu vas avoir des courbes fiches. Les courbes, elles se rejoignent. Là, me semble-t-il, les courbes, elles restent écartées. Ça reste plutôt trompette. En d'autres termes, le concept qui est d'essayer de donner le traitement plus tôt semble fonctionner. Ouais. Est-ce que... Oui, pardon. J'avais juste une question par rapport au traitement BRAF et par rapport aux immunothérapies chez le patient qui ont des mélanomes. Est-ce qu'on arrête le traitement BRAF ou est-ce qu'on le donne à vie aux patients d'une certaine manière ? Alors en adjuvant, le traitement c'est 1 an, c'est comme ça. C'est pareil, là on peut se poser la question de est-ce que c'est optimal ou pas, mais les essais ont été designés comme ça. Et alors en phase avancée, effectivement, un gros problème en pratique, c'est qu'un patient qui répond aux thérapies ciblées, on continue les thérapies tant qu'il répond. Et que notre expérience, c'est que d'arrêter le traitement finalement et de libérer à nouveau cette voie des MAP kinases, ça produit des rechutes et parfois même des rebonds. Et qu'on ne peut pas arrêter la plupart du temps. Enfin, en tout cas, donc un patient qui répond aux thérapies ciblées... je pense qu'on peut pas se permettre, malheureusement, on n'arrive pas à le sevrer. Donc c'était pour ça ma question. Donc est-ce qu'il vaut mieux traiter même les patients mutés BRAF avec des immunothérapies d'une certaine manière ?
Moi, mais voilà, c'est mon avis, mais je suis plus friande d'immunothérapie en adjuvant que de thérapie ciblée. Ça me gêne un petit peu de mettre les patients sous thérapie ciblée. Je peux juste poser une dernière question. Dernière. La plupart de ces traitements, donc que ce soit anti-BRAF ou des immunothérapies, induisent une mort cellulaire. Est-ce qu'en fait, de détecter les taux d'ADN circulant pourrait être aussi un facteur favorable aussi? Oui, mais c'est ce qu'on pense aussi. Oui, oui. Après, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place en routine. Peut-être qu'on pourra reprendre cette question dans la partie table ronde. Ouais. Merci beaucoup, Caroline. Marine, s'il te plaît. Bonjour, donc merci de m'avoir invité. Alors vous allez voir, on change un petit peu la donne. Même si ça tombe bien que je finisse, je pense, parce que comme ça, vous avez déjà pas mal d'acquis et vous allez comprendre un petit peu les difficultés qu'on a pu avoir dans le domaine des traitements adjuvants des tumeurs génito-urinaires. Alors, tumeurs génito-urinaires, en pratique, on va se focaliser sur deux sous-types qui sont le cancer du rein et le cancer de la vessie, puisque c'est plus ça ces organes qui ont fait l'objet d'évolution. Clairement, je vais pas vous mettre la dia de la Marianne, parce qu'on n'est pas du tout dans la révolution pour ces cancers-là. Alors, donc première étape, le cancer du rein, et ça tombe bien qu'on ait parlé de BRAF et de la question de est-ce qu'il faut laisser un traitement en cours sur une thérapie ciblée comme celle-là. En l'occurrence, dans le cancer du rein, d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a un réel problème et un réel besoin médical? Donc vous voyez un peu l'incidence où on est sur 13 300 nouveaux cas en France. Des maladies qui sont plutôt diagnostiquées à un stade précoce, et donc ça tombe plutôt pas mal, sauf que malheureusement on sait que par avance, 30% à peu près d'entre elles opérées à un stade localisé risquent d'évoluer et de rechuter sur une forme d'abord loco-régionale éventuelle, mais surtout métastatique. Et donc cette incidence augmente avec des diagnostics de plus en plus précoces sur le plan de l'imagerie, et vous le voyez, reste quand même une cause, même si on est loin de la première cause du cancer du sein, une cause quand même de mortalité non nulle en 2015. Alors, on a beaucoup parlé de la sélection. Donc, sélection, alors pour Hervé, c'était assez simple, HER2, triple neg. Là, en l'occurrence, pour le cancer du rein, c'est un peu tristoun, c'est-à-dire qu'on revient sur les basiques, les fondamentaux, c'est-à-dire en gros la taille de la tumeur, l'atteinte ganglionnaire, et puis la notion de grade, qui est un grade histologique et qui traduit un peu les atypies des cellules et leur caractère plus ou moins agressif. Donc on a 3 grandes classifications qui ont été utilisées, avec en pratique celle qui a été la plus utilisée, notamment dans le cadre des essais thérapeutiques adjuvants, celle qui est dans le coin à gauche, qui est la classification UISS, où vous le voyez, en pratique, on a 3 sous-groupes. Finalement, le bon pronostic, il y en a relativement peu, et c'est la partie verte. Les mauvais, les vrais mauvais, c'est les rouges, c'est pas les plus fréquents. Et puis on a ce gros groupe orange qui clairement représente en gros la grande majorité des patients, avec des tumeurs qui sont donc alors les stades T2 et puis les grades. Et on voit bien que déjà il va y avoir un petit souci dans la sélection. À droite, vous avez la classification de Lebovitch qui rajoute la notion de nécrose, la notion du nombre de ganglions atteints et de la tumeur, de la taille de la tumeur. Toujours est-il que si on regarde... Voilà, donc si on regarde, finalement, tout se joue un petit peu quand même sur le plan pronostic, sur la taille et sur le stade PT2 ou PT3, puisque vous le voyez, en pratique, on a une survie qui, effectivement, chute dramatiquement dès qu'on passe un stade de taille tumorale. Si l'on regarde cette classification UISS, et donc là on retombe sur nos classifications, nos courbes en termes de survie en fonction du groupe pronostic, et donc vous le voyez clairement, effectivement, on a un risque de rechute qui, si on regarde le haut risque, est élevé, puisqu'on a presque 2 patients sur 3, alors que dans ce groupe intermédiaire qui finalement va faire partie quand même de ceux qui sont sélectionnés, le risque est beaucoup moindre. Alors, 2007, c'est l'avancée dans le cancer du rein avec l'arrivée de la thérapie ciblée qui est l'anti-angiogénique, la classe des anti-angiogéniques. Et donc, à partir de là, on a eu une première révolution, nous, qu'on a considérée en cette situation métastatique, qui est l'arrivée de ces thérapies ciblées. Vous avez là les 5 essais. Donc, il a quand même fallu 5 essais. On peut se demander un petit peu quel est l'intérêt d'avoir inclus autant de patients, puisque vous avez le nombre de patients et on est à chaque fois sur des études qui sont importantes, puisque 1943 patients pour la première étude négative qui a été publiée et présentée en 2015, et puis on arrive à 592 pour la dernière en 2018.
Ces études ont donc sélectionné des patients sur la base de cette classification avec un objectif défini qui était de retarder la survenue de la maladie, donc un objectif pas de survie globale, puisqu'on a un peu abordé la question de l'objectif et du bénéfice recherché. Théoriquement, qui dit adjuvant dit guérison, donc dit survie globale. Sauf que là, on se met un petit peu dans une situation déjà un petit peu d'échec, avec finalement, si le patient vit sans sa maladie, c'est plutôt bien. Et donc, malheureusement, première étude négative, on se dit c'est pas grave, on a cherché, peut-être qu'il fallait sélectionner différemment. Les patients n'avaient pas forcément le même médicament. Donc là, il y avait deux médicaments, sunitinib, sorafenib ou placebo, et pour une durée de 1 an. Donc la question aussi subsidiaire de ce qu'il ne faut pas les laisser sous traitement. Deuxième étude, on commence à y croire, c'est l'étude ESTRAC, qui avait été présentée par Alain Raveau, qui est une étude considérée comme positive sur la base de cet objectif de survie sans maladie. Et là, on s'est dit, bon ben voilà, chic, ça y est, on a la solution. Sauf que, 1 plus, 1 moins, on va attendre les autres. Les autres, elles sont arrivées assez simplement, elles étaient toutes négatives. Et donc, clairement, on se dit, il y a un truc avec ce problème de thérapie ciblée. Alors, si on gratte un petit peu, et on a déjà un peu parlé de la qualité de vie, du bénéfice, de qu'est-ce que c'est comme impact pour un patient qui se considère guéri, ou en tout cas l'espère, et notamment souhaite reprendre une activité professionnelle, on est sur une incidence de maladie qui est avec un âge médian à 60 ans. Donc ces gens-là, ils sont opérés, ils ont une tumérectomie ou une néphrectomie, et l'objectif, c'est quand même de reprendre une activité professionnelle. Donc, ce que l'on a vu assez rapidement dans toutes ces études, c'est que la question de la tolérance va être effectivement critique, et on savait par l'expérience de la situation métastatique que ces médicaments étaient compliqués à gérer en termes d'exposition et en termes d'effets secondaires potentiels. Et donc vous le voyez, si on regarde effectivement notre étude positive, d'abord en termes de bénéfices, on a un hazard ratio à 0,76, je vous laisse apprécier. Donc une survie sans maladie à 5 ans qui est à 59,3% pour les patients qui ont eu le Sutent pendant 1 an, alors que pour les patients qui ont eu le placebo, on est à 51,5%. Donc on peut déjà se poser quelques questions. Et puis surtout, cette partie-là est importante, je pense, c'est-à-dire le nombre de patients qui ont réellement pu avoir le médicament pendant 1 an, à la dose suffisante, sans réduction de dose. Et là, vous le voyez, ça parle assez simplement, c'est-à-dire qu'à part ESTRAC, où il y a effectivement plus d'un patient sur 2, 56%, qui ont pu avoir le traitement pendant 1 an et à une dose correcte, finalement, on a eu obligation de faire des concessions de dose du fait des profils de tolérance, qui sont ceux attendus avec ces médicaments-là en situation métastatique, mais qui ont un impact probablement d'autant plus important dans une logique où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de symptômes, et donc par définition, le seuil d'acceptabilité n'est pas le même. Donc vous voyez, en pratique, on a en bas sur les effets secondaires les pires, 57% de patients quand même qui ont présenté des grades 3 et plus, tout confondu. Donc ça comprend le syndrome main-pied, comme vous décriviez, avec la peau qui desquame et qui fait qu'au final, on ne peut plus faire grand-chose au quotidien. Donc ça, c'est assure, confirmé par ESTRAC, donc sunitinib versus placebo, et puis confirmé par la dernière. Donc pourquoi les échecs ? Donc, jusqu'à présent, on a donc 4 échecs et un positif. Pourquoi ? Parce que probablement que la cible, on peut se poser la question de savoir si c'est réellement une bonne cible, et notamment ce VEGF-R. Alors on avait l'expérience du cancer du côlon, où là, le bevacizumab qui cible le VEGF a littéralement aussi révolutionné en situation métastatique, sauf qu'il est tombé aussi de l'échelle quand il a passé la phase de l'adjuvant. Donc clairement, a priori, ce n'est pas forcément une bonne cible pour pouvoir envisager une guérison, entre guillemets, sans effet cytotoxique. Est-ce que, donc on a clairement différence par rapport au HER2 et trastuzumab. Alors la question de la durée dans le GIST et avec l'imatinib, d'abord on a un avantage qui est que la tolérance n'est pas du tout la même, et que la subtilité, c'est que l'adjuvant est devenu entre guillemets de l'entretien, c'est-à-dire que les patients sont passés à 1 an, puis à 3 ans de traitement, et surtout avec une caractéristique qui est qu'on peut cibler d'autant plus en fonction des anomalies moléculaires, des sous-types plus à risque. Donc on revient sur cette sélection, peut-être que si on prenait les plus rouge du orange, on arriverait à avoir un bénéfice un peu plus grand, sauf que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à part les classifications que je vous ai montrées, et se pose effectivement les questions d'implémenter des signatures moléculaires ou des immunoscores avec quelques données qui ont été faites en transversal, mais qui n'étaient pas faites en prospective de façon obligatoire. On a un problème d'exposition, ça c'est clair, et ça souligne vraiment le problème de cette molécule. Vous avez l'échelle de qualité de vie dans l'essai PROTECT des patients, et vous voyez en bleu clairement un effondrement pendant la phase de traitement. La bonne nouvelle, c'est que à l'arrêt, pour le coup, ce sont des effets secondaires réversibles, et donc les patients pouvaient récupérer.
Problème d'objectif, je l'ai dit, est-ce qu'on se contente de retarder la maladie? Est-ce qu'on cherche une survie globale? C'est une vraie question. Et là aussi, l'intérêt est effectivement d'intégrer le souhait des patients. Et si on regarde leurs avis, finalement, même repousser uniquement la rechute peut être en soi un critère. Donc vous voyez dans cette étude, ce sont les données d'Estrac qui ont été analysées secondairement. Et effectivement, 70% des patients disaient: malgré ça, je suis prêt à prendre le Sutent à partir du moment où ça va pouvoir me décaler la rechute et la partie de vie sans maladie. Donc la conclusion, c'est qu'on a une vision un peu schizophrénique entre les Américains et l'IMA. Et effectivement, à l'échelle européenne, la notion de bénéfice n'était pas suffisante et le Sutent n'est pas approuvé, alors que par la FDA, le médicament a été approuvé. La piste, c'est bien sûr les immunocheckpoints. On est aussi optimiste que l'expérience du mélanome et on se dit, avec un peu de chance, on va arriver à avoir des médicaments qui vont avoir un profil de tolérance meilleur, une exposition plus grande, et donc on va espérer pouvoir améliorer nos résultats avec cette fois-ci des schémas de posologie qui ne sont pas les mêmes et qui sont un peu différents. Carcinome urothéliaux, il me reste 3 minutes 13, Hervé est en train de pister, sauf si je dis que ça ne marche pas. Donc carcinome urothéliaux, c'est encore une grosse entité aussi assez hétérogène. En pratique, on s'intéresse principalement à la classe PT2, PT3, c'est-à-dire les tumeurs localisées qui infiltrent le muscle et qui ont un risque de donner des métastases. Vous voyez les pronostics qui sont indiqués juste en bas. Et là encore, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en termes d'agressivité dès qu'on passe d'un PT2 à un PT3. Assez simplement, j'étais censée vous parler d'adjuvant, sauf qu'en pratique, dans le cancer de la vessie, dans les carcinomes urothéliaux, la recommandation, c'est une chimiothérapie néo-adjuvante à base de cisplatine à partir du moment où le patient a une fonction rénale qui le permet. Et c'est ça qui a permis un bénéfice en termes de survie globale qui a été montré, et notamment dans le cadre d'une méta-analyse avec un bénéfice de 5% de survie globale à 5 ans. On est encore sur le critère, cette fois-ci, le Graal absolu. Avec un critère qui est aussi un élément pronostic qui est la réponse complète histologique au décours de la chimiothérapie néoadjuvante. Et vous le voyez, les deux catégories, ce sont des patients qui ont pu avoir une chimio ou qui n'en ont pas eu, mais en tout cas qui avaient une réponse complète sur la pièce opératoire. Et donc on voit clairement qu'en pratique, les chances de rémission sont beaucoup plus grandes. Si on regarde la chimio, le traitement néoadjuvant, c'est mon petit rond rouge, et vous voyez 6PT3, 6PT4, à discuter au cas par cas si le patient n'a pas eu de traitement néoadjuvant. À ce moment-là, peut se discuter une chimiothérapie adjuvante. Alors, peut se discuter, c'est que c'est considéré comme une option. Pourquoi ? Parce que les données qu'on a jusqu'à présent sont quand même assez réservées en termes de bénéfices et qu'on n'a que des petites études. Vous voyez, on est loin des 1400 patients, puisqu'on a, en gros, dans la plus grande, on a 491 patients en bas, avec des études qui, finalement, même groupées en méta-analyse, donnent un bénéfice qui apparaît relativement modéré. Donc, clairement, plutôt, on reste sur le standard du néoadjuvant. Et puis, là aussi, on se dit, chic, on va avoir les immunocheckpoints qui vont pouvoir, nous aussi, nous changer la donne. Donc, on a 3 études qui ont inclus très, très vite, tellement il y avait un besoin, entre guillemets, en tout cas, un sentiment de besoin d'avancer. Et patatras, en pratique, la dernière étude, l'étude IMvigor, qui a comparé l'atezolizumab au bevacizumab, a été présentée à l'ASCO en virtuel en juin. Étude qui comparait donc l'atezolizumab pendant 1 an, toutes les 3 semaines, versus la surveillance. Il n'y avait même pas de placebo, c'était une surveillance. C'était des patients qui avaient quand même une maladie suffisamment agressive pour qu'on puisse espérer avoir un vrai bénéfice. Vous le voyez, en pratique, certains, la moitié en gros, avaient reçu une chimio néoadjuvante, donc devaient déjà avoir une certaine sélection de population cellulaire, malgré tout avec une maladie résiduelle après la chimiothérapie néoadjuvante, et à peu près un patient sur 3 qui avait ces classes de tumeurs PT3 post-traitement. Donc, maladie plutôt, des patients plutôt d'une sélection lourde, et là les courbes parlent d'elles-mêmes, vous voyez, strictement superposables, et clairement, alors le hazard ratio, je ne le vois pas d'ici, mais en tout cas, de toute façon, les courbes sont suffisantes pour dire que clairement, il n'y a pas d'indication et pas d'intérêt à mettre de l'atezolizumab en situation adjuvante chez ces patients-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de mauvaise surprise sur le plan de la toxicité, mais toujours est-il que première étude négative, il faudra attendre les 2 autres, mais clairement, on se dit, il y a peut-être un truc. Alors l'explication, là encore, c'est probablement la sélection des tumeurs, et on sait pour le cancer de la vessie, même si on n'a pas l'expérience du cancer du sein, qu'on est en fait face à une maladie
bien plus complexe, avec des sous-groupes, des sous-types, qui sont à la fois des sous-types histologiques, mais surtout avec des sous-types qu'on sélectionne sur la base des expressions moléculaires, et avec un effet, entre guillemets, thérapeutique, qui commence à être relativement pas mal démontré sur le fait que vous voyez par exemple sur le groupe basal squameux, c'est là où les immunos et la chimiothérapie à base de cisplatine va plus fonctionner. On a un sous-groupe qui va plus facilement exprimer des anomalies moléculaires sur FGFR3, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir envisager de faire des traitements par thérapie ciblée, avec la question subsidiaire de est-ce qu'il ne va pas falloir les combiner ou pas à l'immunothérapie, si effectivement on a quand même un élément d'efficacité de l'immunothérapie. Donc voilà, carcinome rénal, pas de standard, et en France aujourd'hui, à part proposer aux patients de participer à des essais thérapeutiques sur les immunos, sauf qu'il y en a de moins en moins puisque les essais ont beaucoup recruté, on a une surveillance simple. Carcinome urothéliaux, la règle reste une chimiothérapie néoadjuvante avec la discussion secondairement du traitement complémentaire. Alors se pose la question des anciens traitements type radiothérapie. Toujours est-il que la plupart des essais qui sont en cours de développement associent plutôt une chimiothérapie associée à l'immunothérapie en situation néoadjuvante, avec cet objectif d'augmenter le taux de réponse complète histologique. Et on sait par expérience sur quelques études de phase 2, qu'effectivement le fait de coupler chimio et immuno augmente un petit peu ce taux de réponse complète a priori, puis chirurgie, et après se pose la question de est-ce que l'adjuvant, à ce moment-là, aura un intérêt. Merci. Et je demande à Vania Sisriak et Frédéric Saltel de nous rejoindre. Et l'idée était de poursuivre le sujet adjuvant, post-néoadjuvant ou que sais-je, avec des questions plus spécifiques pour les chercheurs sur le problème de la recherche de transfert. Je me demande si cette question-là ne peut pas permettre de lancer la discussion. C'est nous trois que ça semble concerner. Au-delà des anticorps monoclonaux dont on a parlé chacun dans nos présentations, la place des petites molécules, y a-t-il des protocoles avec des petites molécules? J'ai un problème avec la définition d'une petite molécule, vous pouvez m'aider? Oh mince, vous êtes bon pour définir ce qu'on appelle les petites molécules? Moi, je suis un peu spécialisé dans l'immunologie. Il existe aujourd'hui des petites molécules qui cibleraient sur certaines voies de signalisation pro-inflammatoires qui pourraient peut-être recruter des cellules dans ce qu'ils appellent dans des tumeurs désertiques, en fait, où il n'y a pas de lymphocytes. Donc, généralement, des petites molécules qui ont la capacité de traverser les membranes cellulaires et activer certaines voies de signalisation pro-inflammatoires. Ouais, dans le domaine d'HER2, avec l'oncogène HER2, il y a des émetteurs de tyrosine kinase qui, au lieu d'agir à la surface de la cellule, au niveau de l'antigène, agissent dans la transduction du signal. Le meilleur exemple dans le cancer du sein, c'est l'apatinib. Les résultats ont été un petit peu décevants, nous dirons, en adjuvant. Mais il y a maintenant une deuxième génération de petites molécules anti-HER2, notamment le tucatinib, qui est remarquablement efficace. Donc, pour ce qui est de l'adjuvant, on n'a pas de données, mais il y a des études en cours. Donc oui, il y a un champ très large pour les petites molécules. Est-ce qu'on peut dire que le SUTEN, c'est une petite molécule? Oui, petite molécule avec grosse toxicité, oui. Oui, ça reste un inhibiteur de tyrosine kinase. Encore une fois, je ne sais pas très bien, est-ce qu'on considère que ce sont des petites molécules qui doivent passer la barrière hémato-encéphalique, dans quel cas le SUTEN n'en fait pas partie, puisque clairement on a des progressions cérébrales et des rechutes, et on sait que ça fait partie des sites, même chez des patients qui sont contrôlés sur le plan global. Donc, bon, je ne sais pas. J'avoue que je ne suis pas spécialiste de la définition de la petite ou de la grosse molécule. On les pèsera la prochaine fois, mais avant peut-être de redonner la parole à Vania et Frédéric, Marine, j'ai été très déçu par le résultat
l'immunothérapie dans les tumeurs de vessie. Si ma mémoire est bonne, le premier papier sur l'efficacité de l'immunothérapie dans les tumeurs de vessie, mais corrige-moi si je me trompe, c'était pas Pauls qui avait publié ça, un Anglais? Si. C'était spectaculaire. Si. Alors non, en fait dans la vessie ça n'a jamais été spectaculaire. Ça a été spectaculaire parce qu'en pratique depuis quasiment les années 2000, on vit sur des doublets à base de cisplatine et de carboplatine et avec de la gemcitabine. Et c'est le seul traitement qui réellement a montré quelque chose dans le cancer de la vessie. On a eu une petite approche avec le Javlor, la vinflunine, qui finalement est tombée à l'eau, faute justement d'une étude de phase 3 où le bénéfice était assez médiocre. Pour l'immuno, on y a vraiment cru, surtout sur les premières données de petite phase. Dès qu'on est passé à la phase 3, en pratique, ce qui ressort, c'est qu'on a... Oui, c'est une forme de progrès majeur, puisqu'on a 20% des patients, alors même qu'ils ont progressé sous une chimiothérapie à base de platine, qui vont avoir une réponse, sauf qu'il y en a 80% qui ne répondent pas. Donc voilà, donc c'est pas les résultats du mélanome, c'est pas les résultats du rein. Donc l'immuno fait une avancée, mais pas suffisamment spectaculaire. Ce qui va dans cette logique-là d'ailleurs, c'est qu'on a eu la possibilité d'avoir le pembrolizumab pour nos patients il y a quelques mois, et pourtant les données ont été présentées bien avant. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même une interrogation sur la sélection des patients. L'autre point, c'est que l'immuno chez les patients qui ne peuvent pas avoir de cisplatine, pour le coup, est validé outre-Atlantique en première intention, sur la base de l'expression de PDL1, alors qu'en France et en Europe, ça ne passe pas, enfin en France. Donc on ne peut pas traiter en première ligne de patients, quel que soit leur statut PDL1. Alors, tu me poses une colle, mais c'est pas non plus spectaculaire. Je pense qu'on est dans l'ordre de 30% à peu près. Donc c'est pas... C'est suffisamment peu pour que, justement, il y ait cette sélection de nécessaire et qu'à un moment donné, le carboplatine se posait la question, est-ce que réellement la chimio a sa place? Finalement, gemcitabine carboplatine fait quand même probablement mieux dans tout le groupe hétérogène de patients, PDL1+, ou pas. Il y a une des diapos que tu as montrées, je pense que c'est l'avant-dernière, avec les différents sous-groupes biologiques. On ne s'était pas concerté, mais il faut reconnaître que ça ressemble assez à la présentation sous-groupe biologique des cancers du sein. Ça a une implication dans votre prise en charge thérapeutique déjà, actuellement? Donc non, pas encore. Pas encore parce que déjà, les pièces opératoires ou les biopsies, pour le cancer de la vessie, aujourd'hui, on se contente en gros d'avoir carcinome urothélial, le grade, et point, l'embole, les emboles lymphatiques, mais on n'a pas du tout de recherche comme ça peut être pour vous, parce qu'on n'a aussi pas forcément pour l'instant d'impact thérapeutique. Les anti-FGFR sont en cours d'essai, et donc par définition, alors on a une ATU, mais ça limite quand même énormément. PD1, PDL1, comme pour l'instant l'immunothérapie n'est pas conditionnée, le recours au pembrolizumab n'est pas conditionné par l'expression de PDL1 et il est disponible post-chimio pour l'instant, ça n'a pas d'impact direct au quotidien. Par contre, dans le cadre des essais, effectivement, on a tous ces marqueurs qui sont recherchés et il y a une étude aux États-Unis qui pose la question justement de sélectionner sur la base de ces marqueurs le fait que les patients reçoivent une chimiothérapie en néoadjuvant ou aillent directement à la chirurgie, etc. Donc ça progresse, mais on est très en retard, oui, pour la vessie, on est très en retard. Est-ce que vous avez des programmes de recherche de transfert en collaboration avec Vania et Frédéric? Pas du tout. Pas pour l'instant. Mais... J'ai pas fait une gaffe là. Ah non. Pour moi, non. Pour revenir sur l'avant-dernière diapositive, qui pour moi est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'il y ait des sous-groupes biologiques et que maintenant il faut et qu'on a les moyens d'aller à partir des tissus et des biopsies et identifier ces sous-groupes et donc pouvoir donner les traitements qui vont être adaptés à ces tumeurs-là. Je pense que maintenant on rentre dans une médecine qui peut rentrer, qui peut être de précision et qu'il va falloir maintenant adapter ça. Et il faut qu'on se donne les moyens très rapidement de le faire. En tout cas, c'est notre volonté.
Et donc moi, juste pour ajouter par rapport à certains cancers qui ne répondent pas à ces anti-PD1 et donc aux immunothérapies généralement, donc est-ce que les thérapies sont données peut-être tardivement ou peut-être des combinaisons ou des séquences différentes pourraient améliorer beaucoup le traitement parce qu'en fait on cible une réponse immunitaire qui est en place, donc si déjà il n'y a pas une réponse immunitaire en place, il faudrait peut-être faire des combinaisons un peu différentes, notamment dans ces cancers, et peut-être arriver à des thérapies néoadjuvantes ou bien en amont pour booster justement l'efficacité de certaines immunothérapies. En tout cas, pour continuer par rapport à la recherche que nous, on peut développer dans les laboratoires, c'est un peu pour ça qu'on est là, je crois, c'est que justement, en écoutant tous vos exposés cliniques, on se rend compte que du côté laboratoire, on est aussi déconnecté de cette problématique-là. C'est-à-dire que, compte tenu des modèles qu'on utilise dans les laboratoires, on va être en difficulté, je pense, pour tester les hypothèses que vous mettez en avant ici. Et je pense que là, il faut qu'on ait... si c'est une priorité clinique, je crois que nous, il faut qu'au sein des laboratoires, on prenne ça en compte, avec la difficulté des modèles qu'on a. Là, pour tester des traitements adjuvants ou néoadjuvants, sur des souris ou des modèles cellulaires, c'est très compliqué du fait de la simplification qui est souvent poussée à l'extrême de nos modèles. On se rend compte, et ça a été dit dans les exposés précédents, que l'environnement est très important, le système immunitaire est vraiment crucial. Et voilà, et quand on fait pousser une tumeur dans une souris, où que ce soit en 15 jours, on ne peut pas espérer pouvoir faire des choses qui correspondent à la vraie vie. Donc là, voilà, il faut peut-être que nous aussi, on revoit notre copie là-dessus, et je pense que c'est vraiment important. Un autre point par rapport au traitement adjuvant, c'est que je pense que, par contre, la recherche est capable maintenant d'essayer de rendre visible ce qui est pour l'instant invisible pour vous, et c'est ça où vous commencez à le faire avec l'ADN circulant, mais c'est peut-être pas le seul élément. Et moi, j'avais une question sur l'ADN circulant en termes de sensibilité et de lien avec le niveau de reprise ou de rechute, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou c'est juste, est-ce que c'est quantitatif, ou est-ce que voilà, et puis donc voilà, il y a d'autres sujets et d'autres éléments biologiques qu'on doit pouvoir quantifier, que ce soit des cellules circulantes, des exosomes, je pense, etc. etc. J'ai 15 minutes. non, mais le timer marche pas. Je plaisante. Oui, bon. Peut-être on finira sur cette question alors, mais je ne suis pas un spécialiste international de l'ADN tumoral circulant, mais comme tout clinicien-chercheur, je m'y intéresse. En situation métastatique, on peut l'utiliser comme une variable quantitative et mesurer une décroissance de l'ADN tumoral circulant, puis éventuellement une croissance du niveau d'ADN tumoral circulant dans un certain nombre de cas qui corrèlent avec l'évolution clinique ou la réponse de la maladie au traitement. Donc c'est très intéressant. C'est de façon un peu simpliste, une façon plus fine de mesurer l'effet des traitements que les bons vieux marqueurs tumoraux type CA125, CA15-3 et ACE, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis par rapport à l'évaluation radiologique, on arrive après la bataille, je pense aussi quand on switch un traitement de thérapie ciblée vers une immunothérapie, parce que le patient, en fait, on voit apparaître une métastase qui n'existait pas et qui fait déjà 2 cm sur le scan, probablement que c'est trop tard en fait. Donc il y a aussi ce décalage avec nos évaluations radiologiques qui sont très imparfaites, je pense. Et ce commentaire ou ce point fait qu'on a envie de l'utiliser plus tôt, notamment avant qu'il n'apparaisse la maladie macrométastatique. Donc là, on arrive dans la partie ADN tumoral circulant et maladie micrométastatique. Et là, c'est pas tellement des mesures quantitatives, c'est plutôt blanc ou noir, avec là des problèmes de faux positifs qui sont extrêmement touchy. Mais ce qui est clair, c'est que quand on s'affranchit, quand c'est un labo de référence qui fait ça,
présence d'ADN tumoral circulant égale 100% de rechute, quoi. Absence d'ADN tumoral circulant égale courbe quasi horizontale. D'où l'engouement maintenant pour dire, bah voilà, puisque la valeur prédictive positive est très très bonne, quand vous avez ce marqueur qui apparaît, est-ce qu'on peut modifier nos traitements à ce moment-là? Voilà. Je ne sais pas, je suis un peu embêté. Je peux juste rajouter un truc. Moi, je travaille sur la détection de l'ADN par le système immunitaire, en fait. Et donc, il y a plusieurs études récentes qui montrent en fait que là, en traitement néoadjuvant, par exemple, des tumeurs par radiothérapie, l'activation du système immunitaire passe majoritairement par le relargage de l'ADN tumoral et l'activation du système immunitaire par les cellules tumorales, en fait. Et que cette quantification d'ADN tumoral pourrait être aussi d'une valeur différente, en fait, pourrait être montré comment certains patients peuvent bénéficier de certains traitements. Et aujourd'hui, du fait de ces découvertes, on fait des petites molécules, par exemple ciblées, pour activer ces détecteurs de l'ADN par le système immunitaire, en fait, d'une certaine manière. Et c'est ce qui est, par exemple, lors des maladies auto-immunes, on a souvent des réactions auto-immunes par rapport à notre système, à notre ADN propre à nous-mêmes. Et donc, c'est peut-être quelque chose à réactiver dans le cas tumoral pour booster les réponses immunitaires. Si je puis me permettre, on doit pouvoir continuer la conversation à l'extérieur, puisque là, il y a une autre session qui devait démarrer à 18h20. Bon, on est à peu près dans les clous. Voilà. Merci beaucoup et merci à la foule en délire aussi. À bientôt.